Bienvenue pour cette troisième séance donc du cours d'économétrie sous R et Python M1, troisième séance en ligne, et donc ce sera notre séance 11, je crois. Donc la dernière séance, on avait entamé la partie 3 sur l'économétrie appliquée sous Python. On avait vu le modèle linéaire, et donc là on va passer à la visualisation des hypothèses d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation. Donc un peu comme la dernière fois, mais là peut-être même un peu plus. En fait, donc il y a une partie de cours d'économétrie où on va voir un petit peu comment mettre en place les différentes procédures de test d'hétéroscédacité, d'autocorrélation et de correction de ces problèmes-là qu'on peut rencontrer en économétrie. Je vais aller relativement vite sur cette partie-là. Je ne vais pas tellement revenir sur la théorie économétrique qu'il y a derrière. L'idée, c'est d'avancer donc vite là-dessus parce qu'on a deux applications dans ce chapitre. Et donc voilà, l'idée c'est de passer un peu plus de temps sur la correction de ces applications plus que sur le cours qui, qui est en plus du cours que vous avez vu en L3 et qu'on a vu ensemble en série temporelle univariée. Ok, donc on commence comme d'habitude, première cellule de notre notebook, on importe les librairies, les packages qui nous intéressent, donc NumPy, Matplotlib. Comme là, on commence à connaître un petit peu ces librairies-là. Et StatsModel donc, va contenir les outils pour estimer donc les MCO. Hein, ça, c'est comme pour le chapitre sur le modèle linéaire de la dernière séance. Et on va aussi avoir dans StatsModel du coup les différents tests, les différentes procédures d'estimation et de traitement de l'hétéroscédasticité et de l'autocorrélation. Ok, donc là, ça c'est pour estimer les MCO, il me semble. Ça c'est pour les tests d'hétéroscédasticité. Là, c'est pour faire de l'affichage des tests. Et ça, c'est pour le test d'autocorrélation. Euh, alors, donc, rappel assez bref. Hein, donc, on a un modèle MCO qui, enfin, un modèle, pardon, linéaire qui, quand on l'estime par les MCO, nous donne un vecteur de paramètres bêta chapeau qui est de variance minimale si on respecte l'hypothèse de sphéricité des erreurs, c'est-à-dire la combinaison entre l'homocédasticité et l'absence d'autocorrélation des termes d'erreur. Ok, et lorsque l'on viole ces hypothèses, on se retrouve avec comment, une variance de l'erreur qui n'est plus constante, d'accord, qui peut potentiellement avoir de l'autocorrélation. Donc c'est-à-dire que donc ça s'écrit comme ça. Hein, on a la variance de l'erreur qui, euh, qui est égale à sigma 2, une matrice oméga au lieu de la matrice identité. Et donc on a une matrice de variance-covariance du vecteur de paramètres bêta chapeau qui n'est plus donc minimal, qui est égal à ça au lieu de cette expression. Ok, donc ça a posé des problèmes, notamment pour tout ce qui concerne l'inférence statistique, c'est-à-dire tous les tests, etc. Est-ce que c'est ce qu'on dit là? Non. Donc, on va commencer par l'hétéroscédasticité, on reviendra ensuite sur l'autocorrélation. Ici, donc, on génère des données simplement pour essayer d'illustrer un petit peu à quoi ressemble un problème d'hétéroscédasticité. Et on rappelle qu'il est possible d'utiliser une méthode graphique pour éventuellement repérer l'hétéroscédasticité. L'hétéroscédasticité en général va provenir d'une variable ou plusieurs variables. Et donc en fait, c'est quelque chose qu'on peut repérer quand on fait le graphique des résidus du modèle estimé par les MCO et les variables explicatives. Si on a une relation qui apparaît entre la variable et le résidu, on peut éventuellement soupçonner la présence d'hétéroscédasticité dans le modèle. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on génère du coup une matrice de variables explicatives x avec des 1 pour la constante. Ok, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une des variables, x1 en l'occurrence, on la définit comme une droite linéaire décroissante, en gros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier les termes d'erreur par un facteur qui lui aussi décrit une droite décroissante. Donc c'est pas la même, mais néanmoins, ce sont du coup deux variables qui vont suivre un petit peu la même dynamique. Ok, donc ensuite on définit y comme le produit entre le vecteur de paramètres qu'on a défini ici, bêta,
notre matrice de variables explicatives. Et donc ici, on a le terme d'erreur, donc E qui suit une loi normale centrée réduite, ok, et qu'on a multiplié donc, par le facteur qui est décroissant. Ce qui fait qu'on va créer en fait un lien entre x1 et le terme d'erreur. Donc on estime le modèle, on regarde les résultats. Ok, donc là on voit que x1 d'ailleurs n'est pas significatif. Voilà, je ne vais pas commenter plus ce tableau. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment se comporte le résidu en fonction de ces variables-là. Ok, donc là, on voit que la variance de y tend à diminuer en fonction du nombre d'individus. D'accord. De même que pour le résidu. Donc on a une variance du résidu qui est non constante. Et quand on regarde dans un graphique la relation entre le résidu et les variables, donc soit y estimées ou un certain nombre de variables explicatives, on ne les a pas toutes mises. Hein. C'était juste pour vous montrer que là, par exemple, x3 est définie de telle manière qu'elle n'a pas de relation avec le résidu. Donc ça se voit, on a une boule. Donc là, il n'y a pas de relation particulière qui apparaît, qui est visible en tout cas, entre le résidu et x3. En revanche, quand on regarde pour x1, on a une forme conique qui apparaît. Donc on peut soupçonner qu'il y ait une relation particulière entre le résidu et x1, et donc qu'il peut y avoir une présence d'hétérocédasticité dans le modèle. Donc en général, encore une fois, cette partie-là, on ne la fait pas, on récupère des données. Mais par contre, cette partie-là, vous pouvez la faire, au sens où une fois que votre modèle est estimé sur vos données, vous pouvez regarder la relation qu'il y a entre vos variables explicatives et le résidu de votre modèle estimé par les MCO. Ok, donc là, x1 potentiellement est à l'origine d'hétérocédasticité, donc ça peut justifier le recours à certains tests pour tester l'hétérocédacité. Alors on va commencer, comme je vous le disais, on va s'intéresser principalement à l'hétérocédacité en coupe instantanée, je crois que je vous l'ai dit, et on s'intéressera à l'autocorrélation principalement en série temporelle. Il existe de l'autocorrélation en coupe instantanée, on va parfois parler d'autocorrélation spatiale, mais bon, c'est autre chose, donc on s'intéressera principalement à l'autocorrélation en série temporelle. Et l'hétérocédacité, on va l'étudier d'un point de vue de la coupe instantanée, de la cross-section. Donc on a un certain nombre de tests d'hétérocédacité, on va en voir quelques-uns ici. On peut commencer par le test de Goldfeld-Quandt, dont on a déjà parlé donc, dans le cours d'économétrie des séries temporelles univariées. Donc, le test de Goldfeld-Quandt, vous vous souvenez, hein, c'est le test qui on sépare l'échantillon en deux et puis on estime le modèle dans chacun des deux sous-échantillons et on compare la somme des carrés des résidus. Ok, et donc comment ça se fait ça sous Python? Donc vous pouvez faire comme ça, ou alors vous pouvez utiliser la fonction lzip qu'on a importée ici, qui n'est pas nécessaire, hein. C'est juste pour pouvoir afficher les modèles, enfin les résultats du test, pardon, avec des noms. Ok, bon, c'est pas très important. Si vous le faites comme ça, c'est très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup ici, on a la statistique de test et ici la p-valeur. Ok. Et donc là, on va accepter H0, l'hypothèse d'homocédasticité dans le modèle. Donc ça va être lié ici. Donc c'était pour illustrer aussi le fait que ce test-là n'est pas nécessairement le plus le plus pertinent quand on veut tester l'hétérocédasticité. D'ailleurs, c'est un test qui est en pratique assez peu fait, puisque là, du coup, on va rejeter l'hétérocédasticité alors qu'on sait qu'on en a déjà parce que l'analyse graphique nous le dit, et ensuite parce qu'on l'a créé artificiellement dans notre modèle. Mais donc voilà comment mener ce test. Alors pour commenter rapidement le code, donc on fait appel à SMS qui est du coup la partie de StatsModel qui nous permet d'appeler la fonction het Goldfeld-Quandt. Donc het pour hétérocédasticité, Goldfeld-Quandt c'est le nom du test. Hein. Ici on utilise les résidus du modèle et les résultats du modèle pour mener le test Goldfeld-Quandt. Ok. Voilà. Donc ça va être lié au fait qu'on a défini enfin, pourquoi on rejette l'hétérocédacité, pourquoi on accepte l'homocédasticité, là c'est lié probablement au fait qu'on a défini l'hétérocédacité de manière décroissante en fonction des observations. Donc ça vient un peu illustrer les problèmes dont on avait parlé en cours sur le fait que ce test-là n'est pas nécessairement le plus robuste, le plus pertinent. Concernant le test, du coup, on va
faire appel à d'autres tests, hein, notamment le test de Broche-Pagan qui vient tester l'hétéroscédasticité en regardant la relation qu'il y a entre le terme d'erreur et les variables explicatives. Ok, et donc là, si on a tous les H0, l'hypothèse d'homocédasticité, donc il n'existe pas de relation, hein, entre le terme d'erreur et les variables explicatives. Donc là, comment on mène ce test? On utilise la même partie de stats model. On fait appel à het hétéroscédasticité tiré du bas Broche-Pagan pour le test d'hétéroscédasticité. On a les mêmes options dans la fonction. Et ici, on a comme résultat un tuple qui contient donc 4 éléments. Le premier élément va être la statistique de test, qui est une statistique Lagrange multiplier. Là, on a la p-valeur associée. Okay, et en général, c'est ces deux trucs-là qu'on va regarder quand on teste l'hétéroscédasticité. Ici, on rejette H0, l'hypothèse d'homocédasticité. D'accord. Et ici, je crois que c'est un test qui... donc là, je suis dans la documentation du test sous stats model. Hein, je suis sur stats model. Je suis à la fonction het Broche-Pagan. Et donc là, on a les résultats. Donc d'abord, on a la statistique du multiplicateur de Lagrange, la p-valeur qui lui est associée, et ensuite on a un test de Fisher qui regarde la dépendance entre l'erreur, enfin la variance du terme d'erreur, pardon, et les variables explicatives. Et on a la p-valeur associée. Donc c'est une autre façon de tester l'homocédasticité. Et donc là, dans les deux cas, on va rejeter l'hypothèse d'homocédasticité. Donc ce test-là tente à montrer qu'il existe, qu'on a une présence d'hétéroscédasticité dans le modèle. Et effectivement, en fait, il y a fort à parier que c'est le alpha qui est associé à la variable x1 définie ici, hein, qui est significatif, qui est significativement différent de 0. Ok. Et donc ici, on va conclure à la présence d'hétéroscédasticité dans le modèle. Si la relation entre les variables explicatives et le terme d'erreur n'est pas linéaire, ce qui est testé dans le test de Broche-Pagan, si on a une relation entre ces deux variables qui est un peu plus complexe, on peut faire appel à un test de White, qui est plus complet du coup que le test de Broche-Pagan, puisqu'il va tester des formes justement plus sophistiquées d'hétéroscédasticité en introduisant des termes quadratiques et des termes d'interaction entre les variables explicatives pour, sur lesquelles on régresse le résidu en fait. Ok, donc comment on mène le test de White ici? Pareil, on fait appel à SMS, hein, toujours la même chose, hein, c'est SMS, c'est ça, hein, c'est la partie de stats model qui contient les tests d'hétéroscédasticité. Ok, et on appelle du coup la fonction hétéroscédasticité tiré du bas white avec toujours les mêmes arguments. Et on obtient quelque chose qui a la même forme que pour le test de Broche-Pagan, c'est-à-dire que là on va avoir, donc test de White, on va avoir la statistique du multiplicateur de Lagrange, la p-valeur associée, une statistique de Fisher qui permet de tester la dépendance entre la variance de l'erreur et les variables explicatives, et la p-valeur associée à ce test. D'accord. Et donc là, dans ce cas-là aussi, on va rejeter l'hypothèse d'homocédasticité dans le modèle. Donc on a de l'hétéroscédasticité, et on va voir à la fin de cette vidéo comment prendre ça en compte. Ok, ensuite on a un autre problème qui peut survenir quand on estime un modèle linéaire. On peut avoir de l'autocorrélation dans le modèle. Ok, donc là, ça c'est une hypothèse qui, si elle est violée, vient également altérer la propriété de meilleur estimateur pour l'estimateur MCO. Ok, donc là en fait on fait un peu la même chose que ce qu'on a fait dessus, simplement on vient créer un terme d'erreur qui suit un AR1 en fait. Ok, c'est-à-dire qu'il est autocorrélé, ici il est autocorrélé à l'ordre 1. D'accord, donc là d'ailleurs vous avez la stat de Durbin-Watson, on va en parler juste après, parce que c'est ça qui va nous permettre de mener le premier test d'autocorrélation du modèle. Alors, donc effectivement, on va s'intéresser à l'autocorrélation en série temp.
Le test le plus populaire, donc c'est le test de Durbin-Watson, c'est pas le plus rigoureux, disons. D'autant que le test de Durbin-Watson teste l'autocorrélation à l'ordre 1 et qu'on peut avoir une autocorrélation du terme d'erreur à des ordres supérieurs à 1. Ok, donc on va notamment faire appel au test de Broch-Godfrey qui permet justement d'aller tester l'autocorrélation à des ordres supérieurs à 1. Donc le test de Durbin-Watson, on vient tester cette relation-là, donc une relation d'autocorrélation à l'ordre 1 du terme d'erreur. Et, donc on va pouvoir calculer cette statistique de test qui, qui nous permet en fait de suivre ce tableau de décision. En gros, une fois que votre statistique de Durbin-Watson est calculée, vous regardez quelle est sa valeur dans le tableau, enfin comment elle se place dans ce tableau-là, en fonction de la première ligne. Là. Et en fonction de où vous êtes, vous allez pouvoir conclure au rejet ou pas de H0. H0 étant que le coefficient ρ est égal à 0, et donc hypothèse d'absence d'autocorrélation. Ok. Donc, on vous a donné les tables de Durbin-Watson ici. Alors ici, vous avez le nombre de variables explicatives sans la constante. Ok. Ici, vous avez le nombre d'observations. Et donc D1, ça va être le DL, D lower, et DU, D upper, ça va être donc le D2 qu'on a dans le tableau. Ok, donc par exemple, là dans notre estimation, on a la statistique de Durbin-Watson qui est ici, donc 1,034. On a 500 observations et on a 3 variables explicatives. Ok, donc 3 variables explicatives, je vais regarder ces deux colonnes-là. Ok, et donc 500 observations, je vais tout au bout en fait, là où c'est 200. Hein. Et donc mon D1 vaut 1,643, le D2 vaut 1,704. Ok. Ce qui fait que l'écart entre les deux est vraiment assez minime, donc ça va être compliqué en fait là, quand on est dans ce cas-là de rejeter l'hétérocédacité. Et donc on a la statistique de Durbin-Watson qui est inférieure à ma borne inférieure, c'est-à-dire 1,643. Donc je me situe dans ce cas-là, et je vais rejeter H0, l'hypothèse d'absence d'autocorrélation dans le modèle. D'accord. Si jamais vous êtes dans un cas comme ça, là, entre D1 et D2, ou entre 4 moins D2 et 4 moins D1, vous menez un autre test d'autocorrélation. Ok. Voilà, et alors du coup, le test qu'on va utiliser nous, ça va être le test de Broch-Godfrey qui permet de tester l'autocorrélation, la présence d'autocorrélation à des ordres supérieurs à 1, puisqu'on va regarder justement, en gros, on va regarder la significativité des paramètres associés au modèle où l'on régresse le résidu sur des retards à l'ordre P, quoi. Ok. Et donc, on va avoir une statistique de test qui est pareil, qui est un multiplicateur de Lagrange, qui est égal donc à nr carré. Tac, 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 sous H0, ok. Et donc quand on mène le test, donc là vous mettez les résultats du modèle en premier argument de la fonction. En deuxième argument, vous mettez le nombre de retards pour lesquels vous voulez tester la présence d'autocorrélation. Donc vous pouvez faire varier le nombre de retards, c'est intéressant de faire ça pour voir si ça altère un petit peu les résultats de votre test. Mais là, pour 10 retards, on a une présence d'autocorrélation puisque dans les deux cas, on va rejeter l'hypothèse H0 d'absence d'autocorrélation. Donc il y a de l'autocorrélation dans le modèle, c'est plutôt bon signe puisqu'on sait qu'il y en a, comme on l'a créé dans la construction du modèle. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'autocorrélation et ou de l'hétérocédacité dans notre modèle? On va corriger le modèle. Donc on peut procéder à une estimation par les moindres carrés généralisés ou les moindres carrés quasi généralisés. C'est quelque chose qui va être compliqué à faire en pratique. On en avait parlé, ça. Hein, c'est quelque chose qu'on fait assez peu. Pourquoi? Parce que généralement, ça va demander d'avoir des informations en plus sur oméga. Donc oméga, la matrice qu'on a, qui va venir définir
la variance de l'erreur en fait. Ok, donc on va plutôt procéder à des corrections. Ok, on va avoir la correction de White et la correction de New et West, qui vient utiliser donc un estimateur de la variance des paramètres, euh, et donc qui va permettre ensuite d'avoir un estimateur convergent de cette variance-là, ce qui permet du coup de faire de l'inférence, c'est-à-dire mener les tests de significativité des paramètres. En fait, pour avoir ces corrections-là, on va simplement mettre en option de la fonction fit, là on va mettre quelque chose comme cov égale une option, ce qui va permettre du coup de prendre en compte une correction de New West ou de White. Il y a juste quelque chose à noter qui est que la correction qui est proposée par New West vient corriger à la fois l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation. Donc en général, on aura tendance à privilégier cette correction-là plutôt que celle qui est proposée simplement par White. Bon, mais du coup maintenant on va essayer de mettre tout ça en application. On a deux applications. Il y en a une qui va traiter plutôt de l'hétéroscédasticité, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre qui va plutôt traiter de l'autocorrélation. Donc on allait un peu vite là sur les concepts économétriques. C'est volontaire, hein, normalement, c'est des choses qui sont acquises au travers de vos cours d'économétrie. Là, l'idée, donc, c'est de mettre tout ça en pratique sous Python. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la correction de la première application.